voudrais également remercier évidemment les 13 intervenants qui vont se succéder aujourd'hui. Alors cette année, on n'a pas réussi à respecter la parité, je m'en excuse par avance. L'année dernière, on y était arrivé. En revanche, on a tenu à ce que les 13 intervenants représentent tous les métiers dans les lieux de culture historique, artistique ou scientifique. Donc nous avons des conservateurs, nous avons des développeurs multimédia, nous avons un propriétaire de château, nous avons un directeur d'établissement, nous avons un directeur numérique, nous avons une personne en charge des bases de données de collection. Et nous avons un responsable de la communication pour vous montrer tout au fil de leurs interventions que le numérique touche tous les métiers et pour nous permettre d'avoir des regards comme ça complémentaires sur les différentes problématiques que l'on va aborder. Je voudrais également vous remercier tous d'être là. Nous avons enregistré 350 inscriptions. Nous avons quelques problèmes d'acheminement de nos amis du Nord qui semblent être un peu coincés par les intempéries. Et nous avons également quelques soucis, je crois, de contamination grippale, donc ce qui explique que certains d'entre vous qui étaient inscrits ne sont pas avec nous ce matin. Et je voudrais remercier les partenaires de la journée, dont certains nous accompagnent déjà depuis plusieurs années. Je vais vous donner juste 2-3 slides sur le clic pour vous faire un petit peu un état des lieux du réseau. Donc le clic compte aujourd'hui 140 membres qui représentent collectivement 500 lieux culturels. Nous avons organisé depuis 2008 90 événements, ateliers, forums, RNCI et visites auxquels ont assisté plus de 2000 professionnels. Le site internet que vous connaissez tous vient de franchir le cap des 2000 articles, des 170 interviews et a enregistré en 2016 plus de 160 000 visites. Et je vais vous donner un avant-goût de notre calendrier pour 2017. En mars 2017, nous ferons le prochain atelier 34 sur les réseaux sociaux, notamment sur les nouveaux réseaux qui sont apparus ou les nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux. Le 10 mars, nous accompagnerons une rencontre très intéressante sur l'utilisation du son dans la muséographie avec nos amis du collectif MU, une rencontre qui aura lieu à la Gaîté Lyrique. En avril, le forum régional se déplacera normalement au château de Chambord pour une journée sur le thème patrimoine, tourisme et numérique. Et en septembre, nous irons nous installer à Nantes pendant la Digital Week. Et je vais tout de suite commencer la journée par le cahier de tendance. C'est la 4e année que l'on fait cet exercice. L'idée est en fait de vous proposer une sorte de panorama de tout ce que l'on a pu vous raconter au fil des jours durant toute l'année 2016 sur le site internet du CLIC, où vous pouvez donc retrouver quasiment chaque jour un article sur l'actualité de l'innovation dans les lieux de patrimoine en France et à l'étranger. Alors je vais aller assez vite dans ce cahier tendance. Je vais vous donner les grandes lignes, mais vous retrouverez à partir de la semaine prochaine le développer, en fait, l'intégralité en fait, de ce cahier de tendance. Donc c'est un peu compliqué de résumer 340 articles, je crois, qui ont été publiés en 2016. Mais en gros, pour cette fois-ci, pour cette année, j'ai choisi 7 mots-clés. Commissariat, Chine, financement, virtuel, réinterprétation, mutualisation, start-up. 7 mots-clés qui se transforment en 7 questions. Alors, une des tendances qui m'est apparue la plus répétitive cette année,
a été le fait de donner la possibilité aux visiteurs de devenir co-commissaires. Alors, ce n'était pas une tendance nouvelle, puisque c'est apparu dès 2012, en fait, dans des musées américains. Mais il se trouve qu'en 2016, au moins 6 projets ont eu lieu, dont 5 projets rien qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est que ces commissaires d'un jour, ou co-commissaires, ont été à la fois des enfants, des ados, ou le grand public, les visiteurs de musées. Et ces pratiques ont eu lieu dans des grosses institutions, comme le Musée national de Varsovie, ou des plus petites institutions, comme le Musée Sainte-Croix à Poitiers. Mais ça a également eu lieu au Petit Palais sous une forme numérique, et à Rouen et à Caen, quasiment au même moment, c'est-à-dire au deuxième semestre de l'année. Dans ces deux cas, les musées ont donné la possibilité aux visiteurs d'élire leurs œuvres préférées, œuvres qui vont être ou qui sont accrochées. On reviendra évidemment sur cette tendance tout à l'heure dans la première table ronde. La deuxième tendance importante de l'année 2016, c'est le financement participatif. Alors, ce n'est pas nouveau évidemment, mais pour la première fois, on a observé une vraie croissance du financement participatif, alors qui apparaît un peu en contradiction par rapport au financement participatif de manière générale en France, où on a assisté plutôt à une sorte d'atterrissage en douceur de la croissance des collectes. Dans le patrimoine, au contraire, on n'est pas du tout en atterrissage, on est en forte croissance, puisqu'on a noté donc dans notre baromètre qui suit l'ensemble des campagnes de financement participatif sur des plateformes collectives liées au patrimoine, on a noté en fait un total de recettes de presque 900 000 € en 2016, 73 campagnes réussies, soit une progression de presque 64%. Cela ne vous surprendra pas, la rénovation des lieux reste l'objet principal de ces collectes en financement participatif, suivi par l'acquisition ou la rénovation, la restauration de certaines œuvres. Alors les 4 tops dans l'ensemble des campagnes de financement participatif patrimonial en 2016 ont été les suivantes. La campagne ayant eu la plus forte collecte a été celle de l'église de Saint-Germain-des-Prés, Soyez la bonne étoile, qui a rapporté plus de 130 000 €. Et la même campagne a également été la première en nombre de donateurs, avec 690 donateurs. Le meilleur taux de collecte a été la campagne Restaurer la galerie des châteaux, du Guizeux, qui a collecté 5 fois plus que son objectif. Et la plus forte contribution par donateur a été l'ancienne abbaye royale de Moncel, alors projet qui nous intéressait plus particulièrement puisque la collecte visait à lancer un programme de modélisation 3D de l'abbaye. Et nos 4 tops à nous sont un peu différents. Alors on a un top de la campagne la plus citoyenne. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été destinées à collecter de l'argent pour venir au secours d'institutions qui avaient été touchées par les inondations ou par un incendie. On a eu aussi un top, on pourrait accorder un top républicain pour une campagne qui s'appelait Soutenez la République, pour l'acquisition de l'œuvre, d'une œuvre majeure autour de la République. Et la campagne de l'originalité, c'est la campagne sur la traversée transatlantique d'une moissonneuse, où, par le ton de la campagne à Bordeaux, cultivons l'humanisme. Et enfin, la campagne la plus numérique, c'est la campagne qui consistait à aider un projet numérique qui s'appelle Living Mona Lisa. Troisième question, si les œuvres pouvaient être enfin réinterprétées. Alors, je rajoute enfin par oral, parce que je ne voulais pas l'écrire, parce que longtemps, on a eu le sentiment que les œuvres étaient extrêmement sacralisées, qu'il ne fallait pas y toucher, il ne fallait pas donner la possibilité ni à d'autres artistes, ni au public de les réinterpréter. Et là, on sent que la digue a été un peu franchie cette année. Ça a commencé dès les premiers jours de l'année par une visite en Oculus Rift d'une réinterprétation numérique 3D d'un des chefs-d'œuvre de Dali.
Et ça a continué tout au long de l'année, par exemple à Paris, lorsque Paris Musée a proposé à des Instagrammeurs de réinterpréter 10 œuvres des musées de la ville de Paris. Et, démarche intéressante, les interprétations et les œuvres originales ont été sorties de leurs murs et affichées dans une gare à Paris. Autre manière d'interpréter les œuvres, c'est ce qu'a fait le Louvre en donnant carte blanche à des youtubeurs tout au long de l'année, qui ont raconté l'histoire du Louvre, mais également les coulisses de certains chefs-d'œuvre, avec parfois un ton extrêmement décalé, qui montre que, encore une fois, on avait cette année franchi une certaine étape dans cette habilité donnée à réinterpréter les œuvres. Autre démarche que l'on a pu voir à plusieurs endroits, c'est la possibilité donnée au public de réinterpréter les œuvres en créant des gifs animés. Les Archives nationales américaines l'ont fait sur leurs images emblématiques, et la BNF a également fait le buzz avec des gifs animés inspirés des œuvres de la collection Gallica. Et dernier exemple, et exemple le plus récent, c'est ce qu'a fait le musée d'Orsay pour ses 30 ans, qui a confié à des artistes numériques, le collectif Plonk and Replank, le soin de réinterpréter 10 chefs-d'œuvre du musée d'Orsay sous la forme de petites vidéos. Je vais juste vous en montrer un extrait. Avec le son peut-être. Allez, on va en regarder deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche a été faite sur une partie de la collection, qui est une partie de la collection du musée d'Orsay qui est un peu moins connue, et que c'est en plus une démarche bimédia, puisque le collectif a d'abord fait un album extrêmement décalé, avec des images et des textes décalés, et l'album papier a fait l'objet de cette série de 10 ou 12 petites vidéos qui ont été abondamment partagées sur les réseaux sociaux. Quatrième tendance, la Chine. Alors, 1,4 milliard d'habitants, 600 millions d'internautes, 120 millions de visiteurs chinois hors de Chine. Alors, évidemment, ça fait rêver tout le monde, et notamment les musées pour accueillir tous ces visiteurs étrangers. Et ça fait également rêver les musées ou les professionnels des musées lorsqu'on sait qu'il y a plus de 4000 musées artistiques, historiques et scientifiques en Chine, et qu'en 2016, il s'en est ouvert 40, qu'ils soient nationaux, provinciaux ou municipaux. Alors, face à cette explosion du marché muséal, je ne sais pas si les deux mots vont bien ensemble, chinois, les Européens et les Français ont évidemment compris l'intérêt de ce nouveau marché de 3 manières. Première manière d'aller sur ce marché, c'est évidemment d'exporter nos chefs-d'œuvre et d'organiser des expositions. Alors, par exemple, en mai dernier, la RMN a organisé une exposition Monet à Hong Kong et à Macao. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une exposition avec 10 ou 12 chefs-d'œuvre de Monet, et qu'au cœur de l'exposition, au centre aussi de son espace, il y avait une très très grande installation interactive autour des nénuphars de Monet. Et cette activité interactive, cette expérience interactive a beaucoup plu aux visiteurs de l'exposition. Deuxième exemple d'exposition, ayant également cette forte dimension numérique, en 2016, le Van Gogh Museum d'Amsterdam a aussi lancé à Pékin la tournée chinoise d'une exposition immersive, itinérante, sur le thème de Van Gogh, où vous pouvez le voir sur les images. Van Gogh, aucune œuvre réelle de Van Gogh n'est exposée, mais Van Gogh est présent sous la forme de vidéomapping, d'œuvres en 3D que le public pouvait toucher,
ou de réinterprétation ou transformation d'un tableau en une scène réelle, comme les deux jeunes filles qui se prennent un selfie sur le lit de Van Gogh. Autre manière d'investir le marché chinois pour les musées européens ou les musées internationaux, c'est d'aller communiquer vers ce marché chinois et vers les 600 millions d'internautes dont je vous parlais. Là-dessus, les Français ont été très en pointe en 2016, puisque sur la plateforme Weibo, par exemple, les musées français représentent 50% des abonnés Weibo à des musées non chinois. Et vous voyez sur le tableau, si vous prenez les 7 musées non chinois présents sur Weibo, vous pouvez voir que les 2 musées qui ont le plus d'abonnés sur cette plateforme sont le Louvre et Orsay, et que sur les 7 premiers, il y en a 4 qui sont français, si on ajoute Musée de l'Armée et Paris Musée. Alors non seulement les musées français sont bien représentés en termes d'abonnés, mais ils font preuve aussi d'innovation, puisque Orsay et le Petit Palais ont été les 2 premiers musées non chinois à proposer une visite live sur un réseau social chinois en 2016. Autre manière d'aller en Chine, c'est de vendre des produits. Alors, quand on sait que la boutique du musée de la Cité interdite a généré 136 millions d'euros l'année dernière, on comprend l'appétit que cela peut susciter de la part aussi des musées européens. Et du coup, le British Museum a créé un partenariat avec Alibaba, qui est l'Amazon chinois, pour créer à la fois une boutique British Museum sur Alibaba, mais également pour ouvrir des boutiques physiques dans les grandes villes chinoises pour vendre les produits dérivés du British Museum. Et dernière manière pour les Européens d'investir le marché chinois, c'est de s'installer en Chine. Donc le premier qui va s'installer en Chine de manière indirecte, c'est le Victoria and Albert Museum de Londres, qui est le partenaire officiel du premier musée du design chinois qui va ouvrir l'année prochaine. Le V&A a signé un accord de 5 ans pour être le consultant, partenaire, conseiller du musée, et également le partenaire d'un hub du design qui va être installé près du musée. Et on parle beaucoup d'une installation du Centre Pompidou à Shanghai. 5e tendance, mutualisation. Alors, c'est un terme qu'on utilise quasiment à chacune des rencontres du CLIC. C'est quelque chose que l'on pousse depuis le début. On est convaincu que l'un des moyens d'innover en France, lorsque les moyens financiers ou budgétaires sont plutôt en voie de réduction, est de partager les coûts, de coopérer et de mutualiser. Et on est content parce qu'en 2016, plusieurs exemples ont conduit à cette mutualisation, ont exprimé cette notion de mutualisation. Pour vous donner 3 exemples, les cartels numériques du pavillon de l'horloge ont par exemple été développés conjointement par le musée du Louvre et le CMN sur la base d'un logiciel open source. L'application interactive de l'exposition Basile, que vous pourrez voir pendant le déjeuner, a été coproduite par le musée Fabre et le musée d'Orsay. Le CNAP s'est associé avec le Louvre pour lancer une application pour découvrir les œuvres des Jardins des Tuileries et du Carrousel. Et enfin, Ludomuse, dont on avait parlé il y a 2 ans dans les rencontres du CLIC, est devenue une réalité. L'application qui permet de réaliser des parcours scénarisés, diffusés sur 2 tablettes connectées, a été développée et testée en 2016 et sera déployée en 2017. 6e tendance, et si on imaginait un mariage des startups et des institutions patrimoniales. Alors ce mariage, il a été imaginé en 2014 par un musée qui s'appelle le New Museum à New York, qui a été le premier à créer un incubateur hébergé dans le musée et qui accueille des startups liées au secteur de la culture. Et en 2016, 2 musées nouveaux, un australien et un musée de Nouvelle-Zélande, néo-zélandais, ont créé de la même manière un incubateur au sein même du musée pour accueillir des startups créatives et pour créer une sorte de symbiose ou au moins de rapprochement entre les équipes du musée et ces incubateurs et ces startups. Alors en France, on n'en est pas encore là. En revanche, on voit que se développent des incubateurs spécifiquement axés sur la culture. Ils se développent
peu à peu, ils développent également ou ils accompagnent les startups à l'étranger. Donc, on peut citer Creatis, Le Cargo, Paris & Co, The Bridge à Avignon ou le Louvre Lens Vallée. Et dernière... pardon, j'espère que vous m'avez entendu alors du coup. Et dernière manière d'impliquer, de rapprocher les startups des institutions culturelles, c'est de leur faire une place à la fois dans les appels à projets gouvernementaux, ce qui est le cas pour l'appel à projets services innovants ou tourisme de mémoire, mais également lorsque les institutions lancent des projets ambitieux, globaux, structurants. Et donc, les exemples que j'ai choisis sont par exemple la Cité des civilisations du vin ou la conciergerie, qui a travaillé vraiment main dans la main avec une ou plusieurs startups, ou le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est actuellement en train de développer un projet pour revitaliser, rénover, réaménager son atrium et son expérience de visite, et qui s'appuie également sur une start-up. Et dernière question, c'est évidemment sur le virtuel, puisque c'est un mot qu'on utilise depuis déjà plusieurs années, qui a tendance même un peu à se galvauder ou à utiliser à toutes les sauces. Ce qu'on a observé en 2016, c'est que clairement, le virtuel n'était plus virtuel dans le monde du patrimoine et qu'on pouvait l'utiliser de plusieurs manières. Premier usage qui est apparu, c'est utiliser le virtuel comme outil de médiation. Donc, on a pu le voir avec le lancement de la technologie Google Tango, que vous pourrez voir ce midi également, que vous pourrez tester, donc qui avait été lancé pour la première fois à Barcelone. On a pu le voir dans le monde des monuments, avec par exemple l'application réalité augmentée des arènes de Béziers, ou la borne Timescope, qui permet de découvrir la Bastille sur la place de la Bastille, l'Histopade à la conciergerie, ou la réalité augmentée et la réalité virtuelle conjuguées pour explorer l'abbaye de Maizet. Le virtuel, évidemment, est aussi un outil de visite à distance. On avait parlé de l'expérience en avant-première aux rencontres l'année dernière. Fontainebleau a été la première étape Art Stories en immersion sur la plateforme Arte 360. 18 châteaux de la Loire ont rejoint Google Art and Culture, Art et Culture. À Carhaix, on peut visiter en immersion Pompéi. Ou, autre exemple, le musée d'art de Mougins, qui a lancé en décembre dernier une version entièrement 3D et virtuelle du musée, avec l'ensemble des œuvres numérisées en 3D. Et spécificité de ce projet, c'est que c'est une visite qui est commercialisée, donc qui est vendue. Donc pour le musée, c'est également une sorte d'activité commerciale ou de produits dérivés. Et ce n'est pas terminé, puisque, par exemple, la Galerie des Offices de Florence et une université américaine ont annoncé la numérisation en 3D, puis la diffusion en ligne de 1250 sculptures classiques du 15e, actuellement conservées dans les musées de Florence. Autre tendance et autre manière d'utiliser le virtuel, c'est quand le virtuel est lui-même objet des expositions. Donc, on l'a vu de 3 manières cette année. D'abord à Bruxelles, où les musées royaux de Belgique ont créé un espace central, puisqu'il est tout près de l'entrée du musée et de l'atrium, qui s'appelle la Bruegel Box, qu'on avait présenté ici également au RNCI, et qui est un espace d'immersion dans les œuvres de Bruegel. Deuxième exemple de virtuel qui fait la substance même de l'exposition, c'est le très beau projet avec la bibliothèque La Nuit du Musée des civilisations du Québec, qui permet... Bon, j'ai perdu mon... qui permet de visiter 10 grandes bibliothèques du monde grâce à des casques de réalité virtuelle. Et c'est une exposition qui va arriver en France en 2017. Et dernier exemple, c'est l'exposition qui vient de se terminer au Grand Palais sur les sites éternels. Enfin, le virtuel peut être une manière de revivre une expérience qui est terminée
Et là, le bel exemple que j'ai trouvé, c'est aux États-Unis, le Smithsonian American Art Museum, qui a publié une visite virtuelle sur casque qui permet de revivre une exposition d'art contemporain qui a eu lieu en 2016. Et pour témoigner du fait que le virtuel n'est plus du tout virtuel, deux petits éléments. Le CLIC a organisé donc, en juin un week-end patrimoine en immersion au Musée des Arts et Métiers en partenariat avec Futur en Scène. Week-end pendant lequel on a pu montrer en avant-première la visite immersive du tombeau de Toutankhamon, la première démonstration du casque HoloLens de Microsoft, ou les premières présentations de visites interactives patrimoniales sur HTC Vive. Le musée a été visité pendant ce week-end par environ 2000 visiteurs, dont 1000 testeurs. Et si je me souviens bien du chiffre, sur les 1000 testeurs donc, qui ont été interrogés, 80% ont considéré que la visite, qu'ils allaient recommander cette visite virtuelle, réalité virtuelle ou réalité augmentée, et qu'elle les incitait à aller visiter le lieu de manière physique. Et quelques jours avant ce week-end, Patrimoine en immersion, TF1 avait consacré dans son JT de 20 h un reportage de 4 minutes au thème du virtuel dans le patrimoine. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des tendances 2016 dans le patrimoine et l'innovation. C'est une partie évidemment des tendances, mais c'est selon nous les tendances principales qui se sont dégagées sur l'année dernière.